Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Pour un certain nombre d'entre nous, la maison de repos sera le dernier lieu de vie. Une perspective qui généralement fait peur et suscite beaucoup de questions. Entre-t-on nécessairement en maison de repos pour y mourir ou est-ce un lieu de vie? Comment, malgré les difficultés qu'on connaît, comme la pénurie de soignants, assurer un accompagnement de qualité pour les résidents en maison de repos? Et plus particulièrement, comment accompagner les résidents en fin de vie? Ce sont ces différents sujets complexes que nous allons aborder aujourd'hui avec nos deux invités. Mère Régine, bonjour. Bonjour Christophe. Vous êtes supérieure des Petites Sœurs des Pauvres au Home Saint-Joseph, une maison qui accueille des personnes âgées, en général précarisées, à Bruxelles, en plein quartier des Marolles, un lieu d'ailleurs dont on a récemment entendu parler dans l'actualité, puisque le pape François est venu vous rendre visite lorsqu'il était en Belgique. Avec nous également en studio, Valentine Charlot. Bonjour. Bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes psychothérapeute spécialisée dans l'accompagnement des personnes âgées et de leurs aidants proches. Alors, pour nous introduire à ces questions difficiles, nous allons nous rendre dans deux maisons de repos qui reflètent des réalités, des expériences différentes. Pour commencer, je vous propose justement de nous rendre au Home Saint-Joseph à Bruxelles, où nous allons découvrir la manière dont les Petites Sœurs des Pauvres accompagnent leurs résidents. Regardez, c'est un reportage réalisé par Corinne Owen et Jean-Louis Gios. Aujourd'hui, accompagnée par ses proches, Mademoiselle Zell, 102 ans, vient de pousser la porte du Home Saint-Joseph. Et c'est Elisabeth, l'infirmière en chef qui l'accueille, lui fait découvrir son nouveau lieu de vie et l'aide à s'installer. On va vous accompagner, d'accord? Et il y a Josiane qui est la secrétaire des résidents. Bonjour Madame Eberey. Je vous présente Zell qui vient d'arriver. Mademoiselle Zell, c'est Anan qui est un infirmier. Elisabeth, entrer dans une maison de repos pour une personne âgée, ce n'est pas un moment toujours bien vécu. Non, il y a beaucoup d'appréhension. Le moment de l'accueil est un moment crucial aussi. Et ils savent bien que c'est leur dernière demeure en arrivant ici. Bon, voilà, parfois il y a des exceptions qui font que, mais la plupart vont décéder ici. Ils savent que c'est la maison où ils vont partir. Donc voilà, il y a quand même de l'angoisse, de la tristesse qui est là. Donc voilà, on est là pour les accompagner dans cette étape. C'est au cœur des Marolles que la maison Saint-Joseph a été créée par les Petites Sœurs des Pauvres en 1876. Elle accueille une centaine de pensionnaires, parmi lesquels de nombreuses personnes à revenus très modestes, mais également des religieux et des laïcs, qui trouvent ici de quoi alimenter leur foi. Vous avez chanté? Notre maison, c'est d'abord c'est un lieu de vie. J'aime beaucoup dire toutes nos maisons en France s'appellent ma maison. Et pour moi, c'est tout un programme et c'est vraiment ce que Jeanne Jugan, notre fondatrice, voulait, que les personnes âgées soient chez elles, chez nous. Donc nous sommes chez les personnes âgées et ils viennent y vivre leur vieillesse. C'est déjà l'heure du repas et c'est l'occasion pour Mademoiselle Zell de rencontrer pour la première fois les autres résidents. Entrer en maison de repos, est-ce que ça signifie que le voyage est terminé? Le voyage continue vers la fin. Et vers la fin, pour nous, c'est vers un autre avenir qui s'ouvre. Et donc l'image des maisons de repos comme maison où on vient pour mourir, j'allais dire c'est faux. En tout cas, nous, on essaye de le vivre et de le faire vivre bien autrement et d'accompagner les personnes âgées qui entrent pour vivre leur vieillesse. C'est tout à fait autre chose. Après-midi détente avec un tournoi de pétanque qui permet à chacun de se surpasser. Et alors, comment faites-vous justement pour les accompagner? Eh bien, ça dépend de leur état, j'allais dire, et de quand ils sont en bonne santé, parce qu'il y en a, les maisons de repos ne sont pas que des maisons de personnes qui sont grabataires,
Voilà. On les encourage à avoir des activités dans la maison. Alors non seulement des activités qui peuvent être des animations ludiques, mais surtout de continuer à vivre comme s'ils étaient chez eux. Alors c'est un objectif qui est effectivement pas évident à accomplir parce qu'ils sont en collectivité, donc il y a les contraintes mais ils nous aident, on les encourage à nous aider à mettre le couvert, à parfois aider un petit peu à la cuisine, aider à l'éplucherie, aider à la buanderie pour plier le linge. Voilà. Tout ce que la personne a envie de faire et peut encore faire, on l'encourage à le faire. Chaque jour, les résidents ont l'occasion de partager l'Eucharistie, un moment important de communion aux côtés des sœurs. Est-ce que la foi vous aide dans cet accompagnement? J'allais dire c'est le moteur. C'est le moteur de ma vocation en tant que petite sœur des pauvres qui accueille et qui a fait vœu d'hospitalité. Nous faisons 4 vœux de religion, dont le vœu d'hospitalité. Et puis j'allais dire, ça m'aide à conduire les personnes âgées vers là où j'espère que nous irons tous. Et que justement, cette fin dont on parlait tout à l'heure, ce n'est que le début de la vie avec un grand V. On a l'impression que l'amour n'est pas tabou dans la maison. Non, et on en parle avec les résidents qui le veulent, qui se posent des questions. Et c'est bien souvent quand il y a un décès. Ça suscite beaucoup de questions. Et quand ce sera mon tour, comment ça va se passer? Donc ça permet aussi de poser des questions à la personne. Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce que chaque mort est différente et chaque accompagnement se fait en fonction des envies, des besoins de la personne. Et comment les accompagnez-vous justement? J'ai envie de dire que c'est un peu du sur-mesure. Voilà. Je pense que le plus important, c'est d'avoir créé un lien avant la mort. Et donc ça permet de pouvoir accompagner de manière beaucoup plus sereine vraiment ce temps du passage. Alors en tant que petite sœur, l'accompagnement, ça se vit par une vie de famille avec eux, tout simplement. Et puis faire route, cheminer avec elle, l'accompagner sur son chemin de vie qu'elle a à vivre ici au cœur du Home. Et vous savez peut-être l'accompagnement que nous faisons auprès de chaque personne âgée lorsqu'elle est en fin de vie aussi, où c'est pour nous un moment très important de rester auprès de chacun, comme les disciples l'ont fait auprès de Jésus, où Jésus souhaitait qu'on soit auprès de lui à Gethsémani. Nous restons auprès d'une personne qui est mourante jour et nuit. Et c'est un moment auquel participent et les autres résidents, les familles, et aussi les bénévoles qui le souhaitent. Et vivre ce bout de chemin ensemble, c'est aussi participer à cette fraternité et cette vie en Christ avec eux. Tu n'auras pas ton pierre. Pourtant, j'ai l'impression que la maison est une maison pleine de vie. Mais justement, la vie, il y en a jusqu'au bout. Voilà, mon grand-père disait, quand on a 1 minute avant de mourir, on est toujours vivant. Donc la vie, elle est toujours là. Et je vois toujours des personnes, même en fin de vie, qui sont capables de sortir. Nous avons plusieurs personnes âgées qui sont en soins palliatifs, mais qui font des sorties. Au contraire, quand ils ont des souhaits, on essaye de répondre à leurs souhaits. Et ça, grâce aussi à l'aide des bénévoles, de tous ceux qui nous entourent, ou même des familles, quand il y en a, de pouvoir permettre à la personne âgée de vivre heureuse. C'est très fréquent qu'on a quelqu'un qui arrive de l'hôpital complètement dépendant et qui réapprend à marcher au cœur de la maison, qui vit encore quelques années ici, alors que les médecins nous disaient il n'y a plus que pour quelques semaines. Mais non, la vie, elle est là, et plus on donne de la vie, plus la vie continue et se développe. Bravo. Et voilà pour cette visite au Home Saint-Joseph à Bruxelles. Sœur Régine, vous êtes donc la supérieure de cette maison de repos. D'après votre expérience, qu'est-ce qui est le plus difficile en général pour les personnes qui arrivent pour la première fois dans la maison de repos? La plupart du temps, les personnes ont peur de manquer de leur liberté.
C'est un thème qui revient souvent. Alors, les personnes âgées nous visitent avant, on fait connaissance avant. Parfois, on va chez elles pour voir dans quel milieu elles vivent. Et donc, c'est quelque chose qui revient souvent. Est-ce que j'aurai le droit de sortir? Est-ce que... Voilà. Et c'est le cas, les personnes ont le droit de sortir, peuvent continuer à avoir une vie sociale? Bien sûr. J'allais dire jour et nuit. même la nuit. Si quelqu'un veut sortir en famille, revenir plus tard, aller à un spectacle. On a des personnes qui sont encore capables d'aller au théâtre, par exemple. Elles peuvent revenir et le personnel de nuit va ouvrir la porte. Voilà. Valentine Charlot, vous êtes donc psychothérapeute spécialisée dans l'accompagnement des personnes âgées. J'ai envie de vous poser la même question. D'après votre expérience, après les accompagnements que vous avez, qu'est-ce qui fait le plus peur pour les personnes qui doivent entrer en maison de repos? Alors, pour compléter ce régime, je dirais que c'est aussi la peur de la dépendance. Donc, ce n'est pas spécifiquement lié à la maison de repos, mais c'est de se dire qu'il y a une série de moments du quotidien que je ne pourrai plus prendre en charge seule. Je vais devoir dépendre de professionnels. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'on va me respecter? Est-ce qu'on va respecter mes choix? Et donc ça peut être une grande crainte à l'arrivée et qui est liée aux stéréotypes et aux idées reçues qui sont véhiculées dans la société finalement. Donc voilà, et aussi de comment je vais évoluer dans cette maison. Je sais que j'y rentre, je sais que je vais en sortir, mais probablement quand je serai mort. Et donc il y a cette inquiétude-là qui arrive assez vite au moment de l'entrée. Alors on l'a vu chez les Petites Sœurs des Pauvres, il y a pratiquement un accompagnement personnalisé. On sait que dans beaucoup de maisons de repos, il y a des pénuries de soignants. Est-ce qu'un tel accompagnement est possible partout? Alors moi je pense que oui. Parce que l'accompagnement ne dépend pas uniquement de moyens. Alors, toutes les maisons de repos sont confrontées à cette pénurie, c'est clair. Mais il y a quand même une question de où les professionnels, ou l'équipe, ou l'institution au sens large doit mettre le focus. L'accompagnement de la vie, de la fin de vie et de la mort en institution, le cœur, c'est la relation. C'est vraiment la relation qui se crée dès les premiers jours et, comme disait ce Régine, même avant l'entrée, avec cette rencontre, cette visite. Et cette relation qui se crée au fil du temps, elle va pouvoir aussi être présente et soutenante au moment de la fin de vie et du décès. Et ça ne demande pas nécessairement plus de moyens, c'est de personne à personne. Quand on est dans la chambre, quand on rentre dans la chambre, on le voit ici dans le reportage, quand on salue la personne, quand on l'écoute, quand on lui demande quels sont ses souhaits, tout ce qui se tisse comme ça au fil du temps, ça va vraiment nourrir cet accompagnement en fin de vie, quand la personne n'aura peut-être plus la possibilité d'exprimer ce qu'elle souhaite. Eh bien, nous allons tout de suite aller dans une autre maison de repos qui se situe à Wépion, c'est la résidence La Perrelle, où là, nous allons justement découvrir comment une ergothérapeute accompagne des personnes en fin de vie. Je vous laisse découvrir ce deuxième reportage. Dans les maisons de retraite, accompagner les résidents en fin de vie n'est pas évident. À la résidence de La Perrelle, à Wépion, de nombreuses initiatives ont été prises par Gaëlle Descamps, l'ergothérapeute, pour les accompagner. L'une d'elles est ce chariot de soins de confort qui lui tient particulièrement à cœur. Donc c'est un chariot qu'on a créé pour accompagner les résidents qui sont en fin de vie de manière la plus adéquate possible, avec un maximum de confort. Ce chariot, il est créé aussi bien pour être utilisé par les familles que par le personnel. Et donc tout est vraiment bien agencé pour que ce soit à la portée de tout le monde. Dans le chariot, on a toute une partie qui concerne vraiment la partie des soins, donc ça qui est réservé au personnel soignant. Mais il y a aussi tout ce qui est huile essentielle, tout ce qui est produit pour les soins du visage, donc aussi bien les soins de bouche, les yeux, etc. On a aussi tout ce qui est massage, huile, de l'huile, des pinceaux pour faire des massages aux résidents, et aussi tout ce qui est coussin de positionnement. On a aussi une petite lampe de sel, un portal sur lequel on peut mettre de la musique. Et donc ce chariot, il est vraiment amené dans la chambre de l'habitant qui est en fin de vie pour pouvoir l'accompagner au mieux. Est-ce que lorsqu'on entre en maison de repos, c'est un petit peu le bout du voyage ? Alors le bout du voyage, oui et non. C'est peut-être le début d'un nouveau voyage.
d'un voyage différent en tout cas, parce que il se passe quand même plein de choses au sein de la maison de repos. Qu'on aille plus ou moins bien, on adapte vraiment les activités en fonction de chacun. Comme si on roulait ça va réveiller les cuisses, ça. Alors Gaëlle, que faites-vous en ce moment? Je suis en train de préparer les documents concernant les projets thérapeutiques et les directives de traitement des résidents. Donc c'est une feuille recto verso qu'on a créée sur laquelle on retrouve les données administratives de la personne, tout le projet de soins, donc le projet thérapeutique, voir jusqu'où la personne souhaite aller au niveau de ses soins. Cette partie-ci, elle est remplie en collaboration avec le médecin traitant. Et alors, on a ici au verso les souhaits de fin de vie de la personne, donc c'est voir un petit peu comment elle souhaite être accompagnée d'un point de vue spirituel, religieux, etc. Mais également voir si elle préfère être accompagnée par des soignants qui aient la confiance, toutes sortes de choses comme ça. Et alors on a aussi les volontés d'après-décès, que la personne, j'ai des personnes qui choisissent même jusqu'à la musique qu'elles souhaitent avoir à leur funérailles. Ça permet surtout d'aider les familles avec qui ce n'est pas toujours évident de discuter de la fin de vie. Cette feuille, elle n'est utilisée que si la personne fait un AVC, est dans le coma, est vraiment en fin de vie et n'est plus réveillable. Et donc, en dehors de ça, la personne continue de dire ce qu'elle souhaite et on tient compte de ses souhaits sur le moment. Alors aujourd'hui, on va faire un petit jeu de cartes. Je vais vous en donner un chacun. Les choix, on les récolte avec le résident. Tout d'abord, on a un jeu de cartes qui propose tout un panel de souhaits qui peuvent être évoqués par rapport à la fin de vie. Et ça permet de débroussailler un petit peu, de dédramatiser aussi le sujet. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carte, hein. Donc c'est vraiment en fonction de chacun, en fonction de ce qui est important pour vous. Et alors, il y a certaines cartes qui peuvent aussi avoir un double sens. Donc, il y a une carte, par exemple, qui dit « mourir seul ». Est-ce que cette carte, vous la prenez parce que vous trouvez que vous voulez mourir seul? Ou alors, justement, est-ce que vous ne voulez pas mourir seul? Vous voyez, donc, c'est pour ça que c'est important que vous sélectionnez les cartes et puis qu'on en discute ensemble. Et comment est-ce qu'ils réagissent, ces résidents, face à ces cartes? De manière globale, ils sont assez satisfaits et de pouvoir... Allez, c'est vraiment du concret, c'est vraiment ce qu'ils souhaitent pour leur fin de vie. Et donc, en général, ils sont très contents de pouvoir décider de ce qu'ils souhaitent jusqu'à la fin. Gaëlle, cet endroit est tout à fait particulier. De quoi s'agit-il? Donc en fait, c'est un mur de papillons qui a été créé selon la volonté des résidents de créer un mur à la mémoire d'eux. Et donc chaque papillon représente une personne qui a vécu ici et qui est décédée. Alors il y a certaines personnes qui font leur propre papillon, d'autres où c'est la famille qui participe à la création du papillon, ou alors des résidents qui sont amis et qui souhaitent créer le papillon de leur ami décédé. Et alors ici on a un cadre, parce que les papillons, on les fait une fois par mois. Et ici on a créé un cadre avec nos derniers départs. Et donc là c'est de manière plus instantanée, où les départs sont annoncés de manière collective. Donc on est dans la bibliothèque de la Perelle. Je l'ai créée par rapport à tout ce qui concerne les troubles cognitifs et la fin de vie. Donc on a des ouvrages aussi bien pour les enfants que pour les membres du personnel, que pour les familles, pour les aider à accompagner leurs parents, leurs proches. Donc ici par exemple, on a un livre, donc Lisette, c'est la fin de vie qui est racontée aux enfants de manière tout à fait réelle et vraie. Il n'y a pas de superflu ni de mystère. Et ici, on a un livre qui est plutôt à destination des parents pour expliquer, donner des trucs et astuces pour expliquer la fin de vie à leurs enfants. Ici, c'est un roman graphique qui parle de la fin de vie, mais d'une soignante qui vit la fin de vie avec une de ses habitantes. Et il y en a toute une série d'autres qui peuvent être empruntées. La fin de vie pour les soignants, je suppose que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, non.
Donc c'est évident pour personne, même si ça fait des années qu'on travaille en maison de repos, on s'attache aux personnes et il n'y a rien à faire, ça reste des moments difficiles à vivre, mais voilà, il y a quand même des outils et des formations aussi que je donne qui peuvent aider à accompagner au quotidien. Donc la mort n'est pas un sujet tabou dans votre maison? Dans la maison de repos ici, non. Et voilà pour ce beau témoignage de cette maison de repos à La Perrelle. Alors, Valentine Charlot, j'ai envie de rebondir sur ce qui vient d'être dit dans le reportage. Que ce soit à La Perrelle ou au Home Saint-Joseph, la mort n'est pas un sujet tabou, mais est-ce que c'est le cas partout, dans toutes les maisons de repos, où on peut en parler aussi librement, facilement? Alors, la mort reste un sujet tabou. En maison de repos, finalement, comme dans la société en général. Alors, il y a beaucoup d'initiatives ces dernières années qui ont vu le jour justement pour passer au-delà des stéréotypes et du côté tabou. J'ai envie de dire que sur le terrain, on voit plus d'évolution au sujet de toutes les décisions médicales. C'est un peu les cases à cocher, finalement, qui sont de plus en plus remplies et transmises aux soignants, ce qui n'est pas toujours évident. Mais que par contre, le dialogue autour de la fin de vie, des souhaits de fin de vie, des croyances que l'on a, de sa foi, de sa spiritualité, etc., sont moins présents. Ces dialogues-là sont moins présents. Par contre, on voit ici dans le reportage la place que ça peut prendre quand on lui laisse justement cette place et le bienfait que ça peut amener tant pour les résidents que pour les professionnels. Ça peut aussi amener plus de sérénité, de se dire on a dialogué avec ce résident, on voit ce qui est important pour lui, mais on entend aussi ses inquiétudes autour desquelles on va pouvoir être plus présent. Donc voilà, ça, c'est le cœur en fait de l'accompagnement, c'est ce dialogue. C'est pas uniquement les cases que l'on va cocher, qui sont importantes, mais pas uniquement. Sœur Régine, est-ce que chez vous aussi, au Home Saint-Joseph, les personnes ont des demandes particulières qu'on vous adresse? Peut-être aussi, est-ce qu'elles parlent de leur foi, de leurs craintes peut-être face à la mort? Et comment est-ce que vous répondez à ces craintes? J'allais dire comme on peut, parce que la question de la mort est une question existentielle qui n'a pas de réponse toute faite, j'allais dire. Et c'est un petit peu ce que disait l'infirmière dans le reportage sur la maison. Chaque mort est personnelle, est individuelle. Oui. Et je pense que sans même forcément parler tout de suite de la mort, de la fin de vie, l'accompagnement dès l'entrée à la maison fait beaucoup pour être là au bon moment, de la bonne manière, avec la personne, avec sa famille, avec ses habitudes, avec les autres résidents. Voilà. Et effectivement, la foi aide beaucoup à passer le cap. Nous avons un aumônier dans notre maison qui est extraordinaire et qui fait un apostolat auprès des résidents et qui, comme je le disais aussi dans le reportage, les ouvre sur la vie après. On l'a vu à La Perrelle, ce mur de papillons, pour faire mémoire un peu des personnes qui disparues. Comment est-ce qu'au Home Saint-Joseph, est-ce que vous associez les résidents quand quelqu'un décède? Est-ce que vous avez prévu aussi un petit peu des façons de faire, des façons d'entendre les personnes? Alors oui, c'est individualisé aussi, comme je le disais tout à l'heure, mais on accompagne la personne dès qu'on sait qu'elle va beaucoup moins bien, qu'elle va bientôt, comme on peut le savoir, mourir. Dès ce moment-là, par exemple, au début du repas, à la salle à manger, il n'est pas rare que je vienne, j'annonce, Madame une telle, Monsieur un tel, ne va pas bien. Si vous voulez lui faire une visite, si vous voulez, ou bien soyez respectueux de la famille parce qu'ils veulent être entre eux. Voilà. Et les personnes, et très souvent, donc, comme disait Sœur Elisabeth aussi, nous, notre vocation nous porte à être auprès d'eux jour et nuit, s'il le faut, en communion avec cette agonie de Jésus dans la personne. Mais ça, c'est vécu aussi avec les résidents. Et il n'est pas rare qu'un résident arrive et dit « Mes petites sœurs, allez manger, on reste avec elles. » Ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et le personnel aussi, quelle que soit sa croyance d'ailleurs. C'est très beau. Valentine Charlot, vous accompagnez aussi des aidants proches. Ce n'est pas évident non plus toujours. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les aider à accompagner les personnes, leurs parents en fin de vie? Et puis il y a les soignants aussi qu'il faut, j'imagine, parfois pouvoir accompagner aussi dans ces moments-là. Alors c'est peut-être un peu particulier ce que je vais répondre, mais je les encourage à oser. À oser
questionner, à oser partager avec les professionnels, à oser demander pour avoir une place. Mais par exemple, de pouvoir passer une nuit auprès de leurs parents qui est en fin de vie. J'ai des exemples parfois justement des familles qui, en souhaitant finalement être respectueuses du système, en se disant peut-être qu'on ne peut pas demander ou faire ceci, se sont privées d'éléments qui étaient vraiment importants pour les proches, mais aussi pour la personne. Et ça, après, ça laisse vraiment une trace douloureuse au-delà de la perte d'un être cher. Donc, moi, je les invite vraiment à dialoguer. Tiens, et est-ce que vous avez déjà été demandé aux soignants si vous pouvez passer la nuit? Mais non, ça, je pense qu'on ne peut pas. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Allez, enfin allez, c'est pas un ordre, mais c'est une invitation. Et de la part des professionnels aussi. Est-ce que vous vous êtes déjà tourné vers l'épouse? Parce que parfois, ils craignent de traumatiser en parlant de la mort. Ils craignent de faire pire que mieux. Il faut mieux qu'on n'en parle pas. Et jusqu'au bout, alors, la personne, elle disparaît. Elle disparaît. Les autres résidents, quelques jours après, se disent, mais en fait, elle n'est pas partie, elle est décédée. Et donc, ça amène beaucoup de non-dits, d'inquiétudes. Moi, j'invite vraiment au maximum de dialogue. Oser aller vers et oser parler, se dire les choses. Alors, une dernière question à toutes deux pour terminer cette émission. Concrètement, j'ai envie de dire, Valentine Charlot, comment accompagner une personne en fin de vie, en particulier en maison de repos? Comment faites-vous? Il n'y a rien de magique, en fait. C'est vraiment en étant là, en étant vraiment là, en étant là avec la personne, en essayant de se connecter à ce qu'elle est en train de vivre, en accueillant ce qu'elle est en train de vivre. Alors parfois c'est par des paroles, parfois pas du tout, parfois c'est par un bras qui est posé, une main qui est posée, parfois pas du tout, mais en tout cas en étant là à ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Et donc parfois ça demande de demander du relais, hein. On n'a pas toujours les ressources d'être vraiment là. J'ai pas d'autres. Ça, pour moi, c'est la priorité. C'est le cœur, c'est la présence, la présence pure, comme disait Christian Bobin. Mais Régine, même question, en tant que croyante, religieuse, comment J'allais dire deux mots, être avec. Ça se rejoint. Voilà. Et effectivement, pas besoin forcément de paroles, mais d'une présence, de gestes, voilà. Et puis la place de la famille, ça j'y reviens, c'est vraiment très important. Et on vit des choses extraordinaires au moment du grand passage. Que ce soit des réconciliations ou des morts apaisées de part et d'autre, et ça libère beaucoup. Oui. Sœur Régine Valentine Charlot, un tout grand merci pour vos témoignages, de vos expériences respectives en maison de repos, notamment donc surtout l'accompagnement des personnes en fin de vie. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, eh bien, comme d'habitude, rendez-vous sur la plateforme Ovio ou sur le site catobel.be. Merci de votre fidélité et à bientôt pour une prochaine émission. Merci. Merci. Merci à vous.